Salut, c'est Boris de Rue du Jeu, je suis avec... personne en fait, ouais. Non, ils sont tous rentrés chez eux. SN, pour nous, c'est déjà terminé. On est resté 3 jours sur place. 3 jours, c'est déjà pas mal du tout pour prendre un peu l'ambiance du salon. Et ça permet de garder le dimanche pour passer un peu de temps avec nos familles, pour se reposer avant de redémarrer le boulot. Au programme de cette dernière vidéo du marathon, on va évidemment faire le bilan de cette édition. Un bilan très personnel, puisqu'on a évidemment pas joué à tout, on n'a pas tout vu, donc j'ai demandé à chaque membre de l'équipe, on était 5 sur place, le jeu qu'ils ont préféré, mais aussi leur plus grosse déception, parce qu'on n'est pas là que pour dire du bien des jeux non plus. Évidemment, c'est des impressions à chaud, il y a tous les billets liés à l'expérience sur un salon, mais ça donne une première idée, ça permet de prendre la température, et de vous situer par rapport à vos attentes personnelles aussi. Je vais en profiter aussi pour vous glisser quelques impressions que j'ai recueillies à gauche, à droite, qu'on n'avait pas encore eu le temps de vous livrer, mais on a débriefé dans la voiture, j'ai pris des notes, je suis le messager du groupe. Et puis, si vous avez apprécié suivre nos aventures pendant toute la semaine, et que la proposition d'une vidéo par jour a comblé vos attentes, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Ko-fi de Rue du Jeu, si vous pouvez vous le permettre. On en est à 44% pour débloquer le palier lié à la rétrospective Simone et Luciani, bientôt la moitié du chemin parcouru. Bienvenue, on est revenu Rue du Jeu, c'est parti. Alors, pour commencer, quelques impressions en vrac de jeux dont on vous a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais qui valent le coup d'œil, peut-être simplement pour la curiosité de la chose. Benjamin et moi avons essayé Tricky Badger, en compagnie d'un espagnol et d'une compatriote belge, mais néerlandophone, un petit jeu de pli où on va se battre pour récupérer des cartes de scoring qui sont au milieu de la table. J'ai trouvé la mécanique intéressante, parce que quand c'est votre tour d'ouvrir un pli, vous allez sélectionner une des cartes de scoring qui sont là au milieu dans le marché commun, et vous allez dire « on se bat pour cette carte-là ». Et puis vous ouvrez le pli, et là c'est du must-follow, c'est assez classique, il y a un atout. Deux twists sont néanmoins intéressants, et notamment certaines cartes qui peuvent en piétiner d'autres. Par exemple, on peut voir sur ce 5 rose, rose étant la couleur d'atout, qui peut écraser le 7. 7 étant la carte d'atout la plus forte, elle a aussi une faiblesse, parce que si un 7 est joué et qu'un 5 est joué derrière, il l'écrase, on ignore complètement ce 7 pour le reste du pli. Et cette mécanique-là vaut pour toutes les cartes situées aux extrêmes, donc les 1 et les 11, parce que sur les cartes de scoring pour lesquelles on se bat quand on choisit d'ouvrir un pli en début de partie, vous voyez qu'il peut y avoir une flèche rouge qui indique que c'est la carte la plus basse qui remportera le pli, ou une flèche noire. Donc là, c'est la carte la plus haute qui remportera le pli. En fonction de votre main, de ce qui vous intéresse ou non, et des cartes d'écrasement qui sont sorties, vous allez pouvoir faire des choix plus ou moins judicieux. Et du coup, la dernière bonne idée, comme c'est du must-follow, c'est que vous pouvez très bien ouvrir un pli avec une carte de scoring qui ne vous intéresse pas, et obliger vos adversaires qui auraient des cartes plus fortes dans la couleur que vous lancez, à récupérer des cartes qui sont pas intéressantes pour eux non plus. Il y a notamment des bâtons qui vous font perdre 1 point de victoire, sauf si vous arrivez à en ramasser 5 ou plus, là ils vous feront 2 points chacun, mais voilà, si vous n'êtes pas parti sur cette stratégie-là, ça va vous embêter de récupérer des bâtons, et vous allez parfois être forcé de le faire si vos adversaires sont un peu taquins. Après ça, c'est une thématique autour des hamsters et des blaireaux, pourquoi pas, donc vous essayez de chaîner vos cartes ensemble, d'appairer 2 types de hamsters différents entre eux, de leur donner des cacahuètes, mais attention, si vous récupérez vos cacahuètes avant vos hamsters et qu'elles sont pas protégées, il y a une pie qui peut venir les bouffer. Il y a des blaireaux qui valent 3 points, mais ils mangent les hamsters qui sont pas protégés. Vous pouvez jouer une cage pour voler un blaireau, vous pouvez jouer la cage sur votre propre blaireau pour le protéger. Donc il y a pas mal de choses qui se passent. Moi je suis pas du tout spécialiste en jeu de pli, Romain Bray des Voituriers Ludiques n'a pas aimé le jeu. Moi j'ai trouvé ça intéressant, après pas au point de l'acheter, on n'a pas fait une partie complète non plus, mais il y avait quelques bonnes idées, donc si les jeux de pli sont votre cam, ça vaut peut-être quand même le coup de se pencher un peu dessus. J'enchaîne sur un jeu qu'ont essayé Samuel et Chloé et qui ont beaucoup aimé au point de l'acheter, c'est Run chez Team Fowers. Donc Team Fowers, c'est lui qui a sorti notamment les Burgle Bros, ou aussi Paperback, ce jeu qui mélange le Scrabble et le deck building, donc c'est quelqu'un qui a souvent des idées très originales. Ici, on est sur un genre de jeu un petit peu plus convenu, très à la mode, c'est le jeu de chasse à l'homme en fait, de cache-cache, sauf que là c'est spécifiquement à 2 joueurs, contrairement à un Mind MGMT, contrairement à un Labette,
qui propose d'étendre la proposition jusqu'à 5, mais au final ça convainc pas tout le monde parce qu'il y a ce syndrome de leader alpha, etc. Bah ici ils ont dit on fait un jeu à 2, il est asymétrique, il y a d'un côté la police et de l'autre une espèce de voleur / agent secret. L'agent secret doit essayer de récupérer 3 objets sur le plateau et de revenir à sa base sans se faire prendre, et la police, qui contrôle un hélicoptère, doit évidemment essayer de le débusquer, mais aussi de lui tirer dessus à 2 reprises pour l'emporter. Les déplacements du voleur sont cachés, mais il peut pas se déplacer absolument comme il veut. Il a des jetons à jouer qui correspondent aux différentes directions orthogonales et diagonales. Quand il a utilisé un jeton lié à une direction, il ne peut plus utiliser ce jeton-là avant un certain temps. Ces mouvements de base sont silencieux, il ne se fait pas repérer quand il les utilise, il a aussi des sprints qui lui permettent évidemment d'avancer plus vite, mais en faisant plus de bruit. L'hélicoptère, de son côté, peut scanner une colonne ou une rangée pour que le voleur lui dise s'il est présent dedans ou pas. Il peut aussi tirer, et là c'est un peu une mécanique de toucher-couler. Est-ce que le voleur est là ou pas? On n'en est jamais vraiment certain, mais on peut faire toute une série de déductions en fonction des jetons qui ont déjà été utilisés, etc. Évidemment, l'hélicoptère de police ne peut pas scanner et tirer dans le même tour, sinon ce serait trop facile. Voilà, et après il y a toute une série de cartes spéciales, on peut interroger des témoins, on peut envoyer des renforts, etc. Donc c'est pas très original, c'est un genre de jeu qui est pas mal à la mode, mais dans son genre il a l'air très efficace, bien tendu, bien nerveux à 2 joueurs, et puis assez rapide. On a aussi essayé tous ensemble My Island chez Cosmos. My Island c'est tout simplement la suite de My City de Reiner Knizia, donc ce jeu à campagne évolutif à base de polyomino qu'on va placer sur son plateau personnel pour essayer de le remplir le plus possible, de pas laisser de trous, et au fur et à mesure, de nouvelles mécaniques vont s'ajouter, on va placer des autocollants, on va personnaliser son plateau jusqu'à atteindre le nombre de 24 parties. Le jeu reste rejouable au bout des 24 parties, mais il y aura plus de nouvelles surprises. Bon bah évidemment, les premières parties de My City comme de My Island, c'est pas les plus excitantes, il y a encore très peu de mécaniques, donc là c'était juste pour se donner une idée de la chose. Si vous aimez les jeux avec de l'interaction, passez votre chemin, c'est vraiment pas la proposition ici, tout le monde joue dans son coin, c'est comme une espèce de flip and place, puisque l'idée c'est on retourne une carte au centre de la table qui nous dit le type de polyomino qu'on doit placer, et on est tous en train de la placer en même temps. On joue tous en simultané, mais on n'a aucune incidence sur ce que font nos voisins. À la limite, on doit ne pas regarder pour ne pas copier, comme dans tous ces jeux type jeu à cocher. Alors si c'est comme My City, probablement qu'un peu plus tard dans la campagne, il y a des petits éléments de course qui arrivent, mais bon, a priori, ça reste assez léger. Alors qu'ajoute My Island par rapport à My City? Ces polyomino ont 4 couleurs, et dès la première partie, on vous dit que pour poser un polyomino, vous devez avoir une correspondance à la King Domino avec la tuile à côté de laquelle vous vous placez. Donc si je veux placer cette tuile verte, jaune, bleue, je dois toucher au moins une case de la même couleur. En sachant que au tout début de la campagne, on n'aura pas le droit de marcher sur les cases vertes claires, et puis un peu plus loin, on pourra les recouvrir, mais on pourra toujours pas aller sur le vert foncé, etc. Le jeu va s'ouvrir petit à petit. Dans My City, les questions d'adjacence de couleurs, de mémoire, étaient moins obligatoires, elles faisaient pas partie de la mécanique de base, puis il y avait que 3 couleurs au lieu de 4. Ici, les polyomino sont un petit peu plus intéressants, un petit peu plus variés, tout simplement parce qu'ils ont plusieurs couleurs, là où dans My City, on avait une tuile jaune, une tuile bleue, une tuile rouge de chaque. Donc je pense que c'est des ajouts qui sont suffisamment chouettes pour relancer votre intérêt si vous avez aimé My City. Si vous n'avez pas aimé My City, évidemment que celui-là va pas vous réconcilier, et si vous connaissez pas, dites-vous, est-ce que j'ai envie de faire 24 parties d'un jeu où je place des polyomino sur mon plateau tout seul dans mon coin? Personnellement, ça a très bien marché à la maison avec Maud, on faisait ça un petit peu en soirée quand on a envie de se vider la tête, on faisait parfois 2-3 parties d'affilée. C'est un des rares jeux à campagne, si pas le seul, que j'ai terminé, où on est allé au bout. Mais je sais pas si je vais sauter sur My Island pour autant, tant My City c'était agréable, c'était très sympa, mais c'était pas non plus révolutionnaire, ça n'a pas explosé le cerveau, donc voilà, c'est un jeu sympa si vous voulez passer un moment tranquille en soirée, probablement plutôt en couple, en duo, comme ça. Faire toute la campagne à 4, faut être un peu motivé pour rassembler tout le temps les mêmes joueurs, ou alors en famille, si vous avez des enfants un peu plus grands que les miens, à partir de 7-8 ans, je pense que ça peut passer. Un dernier petit jeu essayé par Samuel et Chloé chez Lucky Duck Games, c'est Kiri Eye The Duel, un petit jeu d'affrontement qui, moi, m'a rappelé, quand ils m'en ont parlé, le jeu vidéo Nidhogg, si vous connaissez. Donc, chacun a un samouraï,
on est de part et d'autre du champ de bataille, et le but est de toucher son adversaire avec un coup d'estoc. Il y a uniquement 20 cartes dans le jeu, c'est très minimaliste. Chaque samouraï doit toucher son adversaire 2 fois pour remporter l'affrontement. On peut tenir son sabre en haut ou en bas, et certains mouvements sont associés à certains types de positions, donc il faut pas se planter. Le twist par rapport à la majorité des jeux de guessing, c'est que là on joue 2 cartes d'un coup. Il y a des mouvements et des attaques, les mouvements vont se résoudre avant les attaques, donc les 2 joueurs placent leurs 2 cartes face cachée, on révèle et on applique. Si vous avez joué une carte où vous n'êtes pas en bonne position ou au moment elle se résout, elle ne fait rien. Par contre, cette deuxième carte que vous avez jouée, elle est mise de côté face visible, ce qui empêche votre adversaire de la rejouer, si j'ai bien compris, en tout cas qui donne une contrainte, on ne la récupère pas tout de suite. Donc c'est du petit jeu à 2 de guessing, dans son genre ça a l'air très bien fait, l'esthétique est nickel, très épurée. Si vous aimez ce genre de petit jeu où on s'affronte, ça peut être très sympa, je pense. Un dernier pour la route avant de passer au top et au flop. Je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il me semble qu'il est assez connu celui-là, contrairement à Beaver Creek dont on parlait dans la vidéo d'hier. C'est un autre jeu de dextérité, c'est Nekojima. Donc Nekojima, c'est un Kickstarter qui va bientôt être livré. Moi, je l'avais backé. C'est un jeu thématiquement assez rigolo. Pour un jeu de dextérité, il y a un thème qui a du sens, parce qu'on va poser des pylônes électriques, donc les fils électriques ne doivent pas se toucher entre eux, et puis on est sur une île au Japon qui est connue pour accueillir beaucoup de chats, donc à certains moments dans le jeu, des chats vont devoir aussi s'accrocher aux pylônes électriques, et ça va potentiellement rajouter de la difficulté, donc malgré toutes ces embûches, il faut parvenir à ne rien faire tomber. Si vous êtes frustré par la compétition dans les jeux de dextérité parce que vous êtes vraiment trop mauvais, sachez qu'on peut aussi très bien le jouer en coopération. Donc en compétition, on joue jusqu'à ce que quelqu'un se plante, fasse tout tomber, et là, tous les autres ont gagné. En coopération, on essaye d'aller le plus loin possible, d'enchaîner les niveaux. Et là, on essaye un peu moins de se pourrir en faisant des placements précaires. Nous, on a joué en compétition, évidemment, vous nous connaissez. Le tour de jeu, c'est très simple. Vous lancez 2 dés qui vont vous donner les couleurs des quartiers dans lesquels vous devez placer des piliers. Donc, il y a 4 quartiers, celui de la restauration, le quartier maritime, etc. Donc, vert, mauve, orange, bleu. Et puis, vous allez piocher un cube dans le sac qui va indiquer la couleur du poteau que vous devez placer. Parfois, vous allez piocher un cube noir, à ce moment-là, vous allez le donner à quelqu'un d'autre, et cette personne devra poser un chat en plus de son pilier à la fin de son tour, et elle devra accrocher ce chat au pilier qu'elle a placé. Évidemment, la place sur le plateau est limitée, donc très vite, il va falloir construire en hauteur, et ne jamais que ces fils électriques se touchent. C'est ça la vraie originalité du jeu, par rapport à un autre jeu de dextérité où on ferait des tours, on empilerait des trucs. Là, il y a en plus les cordes qui font aussi que, au bout d'un moment, quand il y a des constructions très hautes, quand les piliers sont éloignés les uns des autres, et que la réserve de piliers qui contient toute une série de cordelettes de tailles différentes commence à s'épuiser, ça peut être très compliqué, voire quasi impossible, de placer ce que le jeu vous demande de placer. Mais c'est de là d'où vient le fun, évidemment le jeu est rapide, le plaisir est immédiat, il n'y a pas de mise en place. Moi je le préfère à des jeux de dextérité un peu à l'ancienne, comme Villa Paletti par exemple. Ici on retrouve l'épure qu'on avait aussi dans Beaver Creek, qui moi me plaît vraiment, parce qu'un jeu de dextérité, je trouve, on a envie que ça soit rapide à sortir, qu'on commence tout de suite, et celui-là est vraiment une excellente pioche. C'est juste que par rapport à Beaver Creek, qui est autour de 15 ou 20 € pour une expérience de jeu vraiment top, là le prix est évidemment plus élevé, parce que le matériel est plus qualitatif. On est à 38 € pour le jeu de base, et si vous voulez la version Kickstarter avec tous les stretch goals, vous montez à 45 €, avec potentiellement 15 € de frais de port, donc on arrive à un jeu qui est à 60 €, ça fait un peu réfléchir. Mais clairement, si les jeux de dextérité sont votre cam, celui-là c'est un des tout meilleurs disponibles sur le marché également. Donc c'est une belle édition, ce Essen, pour les jeux de dextérité, clairement. Allez, on passe maintenant au top et au flop des 5 personnes qui étaient présentes sur place. Alors un top, tout le monde voit ce que c'est, pas besoin d'expliquer. Ce qu'on entend par flop, ça veut pas dire que le jeu est mauvais, ça veut pas dire que c'est le pire jeu du salon, c'est juste qu'on a eu une déception par rapport à nos attentes, tout simplement. On avait repéré ce jeu-là, on s'attendait à l'adorer, et puis finalement, ça a fait flop, quoi. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par Samuel et Chloé, qui sont donc en couple, ils ont fait tout le salon ensemble à eux deux, donc ils partagent un peu leur top et leur flop, mais avec quelques nuances, donc il va y avoir bien 2 tops, 2 flops. Je commence avec le flop de Chloé, Magical Cards, un jeu d'affrontement à 2 joueurs à base de cartes, comme il en existe des centaines. C'est pas encore sorti, mais c'était essayable sur le salon. Le principe est déjà vu des centaines de fois.
chacun a un deck de cartes pour battre le mage adverse, et on va s'envoyer des sorts à la tronche pour diminuer nos points de vie. J'imagine que ça vous rappelle quelque chose. Leur twist, ce que l'équipe de Magical Cards utilise pour se distinguer, c'est une appli. Et l'idée, c'est qu'il y a des puces NFC dans les cartes, et que vous scannez vos cartes à chaque fois que vous voulez les utiliser. Et ben pour Chloé, cette application, elle n'apporte absolument rien. Déjà, elle rajoute des latences, parce que même si leur technologie est relativement performante, ça prend quand même du temps de scanner les cartes à chaque fois, c'est assez lourd en manipulation. Et surtout, ça sert juste à garder les traces des dégâts, à déclencher les effets, ce genre de choses. Donc en fait, on pourrait très bien utiliser directement des jetons ou des compteurs de points de vie, ça irait tout aussi bien. Bon, Chloé n'est pas spécialiste des jeux de cartes à 2 joueurs, mais a priori, celui-là n'a pas vraiment grand intérêt, surtout quand on sait qu'il y a Altered de Régis Bonnecey qui arrive, et qui là est beaucoup plus original, qui se démarque par sa direction artistique, par sa proposition, qui lui aussi est à base de QR code, mais qu'on ne doit pas utiliser pendant la partie, donc c'est quand même moins pénible, et surtout qui a une mécanique vraiment rafraîchissante, où le but là n'est plus d'éliminer l'adversaire, mais d'avancer en alternance pour que nos deux pions se rencontrent sur une piste et explorent suffisamment plus rapidement que l'adversaire. Altered, si vous connaissez pas, il y a un excellent podcast de Paul Gara, tout simplement le point de Paul Gara. Il y a un épisode où elle interview Régis Bonnecey, je vous mettrai le lien en description. Moi, je suis ressorti de l'écoute de ce podcast complètement hypé de fou. Ça arrive en financement participatif toute fin janvier 2024, je crois, pour une sortie prévue en août 2024. Le flop de Samuel, c'est un jeu un petit peu plus connu, un petit peu plus potentiellement attendu, c'est Aldebaran Duel, l'autre jeu que sortait Vladimir Souris cette année. C'est un jeu exclusivement à 2 joueurs, à base de cartes qu'on va récupérer dans un marché. Alors, encore une fois, flop, ça veut pas dire que le jeu est mauvais, qu'il n'a aucun intérêt, que vous devez le fuir comme la peste. Ça veut juste dire que Samuel en attendait plus et qu'il a été déçu. Il a eu la sensation de rejouer à In So Wonderful World, qui est déjà pas un jeu qui porte dans son cœur, même si on est sur un cran un peu plus expert que ça quand même. C'est à base de draft ouvert avec des achats à tour de rôle dans une rivière de 3 cartes. On a un certain nombre de points d'achat à chaque tour, on va acheter des cartes en alternance pour les récupérer et les placer dans un tableau. Pour chaque carte, on peut choisir de les jouer ou non, donc comme dans Wonderful Kingdom, on peut défausser une carte qui nous intéresse pas tant que ça pour obtenir une ressource. On peut aussi avancer sur ces pistes de production de ressources qu'on voit à droite de l'image, qui sont des espèces de ressources permanentes en fait, donc vous n'avez pas de ressources physiques dans le jeu, mais c'est des réductions pour les coûts d'achat de vos cartes. Un des twists intéressants du jeu qui a tout de même retenu l'attention de Samuel et Chloé, ce sont ces pistes croisées là qu'on voit plus ou moins au centre de l'image. Il y a un tir à la corde en fonction de l'avancée sur l'une ou sur l'autre, mais malgré ça, ça leur a paru un peu plat. Vraiment, il y avait rien qui démarquait vraiment le jeu de ce qui existe déjà. C'est pas du tout leur genre de jeu, et donc ils n'ont joué qu'une manche sur les 3. Donc encore une fois, l'avis n'est pas du tout définitif. Vous pouvez tout de même continuer à vous pencher sur ce jeu-là si ça vous intéresse, mais de leur côté, ça leur a pas plu. J'enchaîne avec le top de Chloé, Explorers of Navoria, un jeu qui n'est pas encore disponible, il n'est même pas encore arrivé en financement participatif. Déjà, le point fort du jeu, du point de vue de Chloé, c'est la direction artistique, qui est absolument splendide. C'est la même personne, Meng Chunlin, qui a réalisé le design du jeu et ses illustrations, donc chapeau. Et puis, c'est un jeu assez léger, facile à mettre en place, qui s'explique en 5 minutes, où on va se construire un tableau de cartes. Les cartes vont débloquer des pistes avec plusieurs manières de scorer. Ça va faire un petit peu salade de points, mais c'est très agréable. Et à 2 joueurs, ça se joue en 20 minutes. Donc ça les a séduits à mort. S'ils avaient pu, évidemment, ils seraient repartis avec une boîte. Alors c'est pas du tout une blague, mais le top de Samuel, qui est aussi évidemment partagé par Chloé, est un autre Explorer of, c'est Explorers of the Woodland. Là, ce coup-ci, on est sur un Dungeon Crawler, donc un jeu de traversée de donjons, avec des tuiles qui vont être générées au fil de l'exploration, un peu en fonction des choix des joueurs et de comment ils vont les placer. Le donjon se construit au fur et à mesure, et une des dernières tuiles du paquet contiendra le boss qu'il faudra affronter pour l'emporter. Il y a un côté très roguelite, où la partie va relativement vite. On était sur 1 heure à 3 joueurs, et où on peut aussi enchaîner, garder des choses d'une partie à l'autre, ou si on meurt avant de parvenir au boss, on recommence. Voilà, du point de vue de Sam, c'était très efficace. La façon de gérer le positionnement des tuiles était assez intéressant, et là aussi c'est pas encore disponible, mais dès qu'on pourra le baquer, croyez-moi bien qu'ils le feront. J'enchaîne rapidement sur les top et flop de Mounir, que vous avez pu rencontrer en vidéo à 2 reprises pour le coup. Et le flop de Mounir, c'est Quicksand, cette espèce de Kites 2.0, qui l'a vraiment pas convaincu. Mounir, il voit vraiment pas ce que ça apporte par rapport à un Kites, il préfère continuer de jouer à Kites, et au bout de notre partie sur le salon, qui a dû durer, je sais pas, maximum 5 minutes, il avait déjà le sentiment d'en avoir fait le tour. Alors on nous dit, oui, le jeu a une difficulté évolutive, on peut changer la durée des sabliers, etc., on peut ajouter plus ou moins de tuiles. Si la proposition de base ne nous enthousiasme pas,
et nous paraît moins solide, moins efficace que Kites qu'on possède déjà, vous pouvez y mettre tous les niveaux de difficulté que vous voulez. Le jeu n'a pas convaincu Mounir pour autant, et on était assez unanime sur le fait que c'était peut-être sympa pour certains, mais en tout cas dispensable. Et c'est dommage parce que on en attendait beaucoup, les jeux avec des sabliers, qui sont vraiment une tendance à ce SNC. En général, on aime bien ça, on aime bien le climat sacré autour de la table, donc dommage pour celui-là. Si vous êtes tout de même intéressé par le jeu, il arrivera en VF chez Yellow prochainement. En top, Mounir a choisi de retenir Zanguo, alors que je rappelle que Mounir est resté le jeudi et le vendredi, il n'a pas vécu le samedi comme nous, donc il a eu un peu moins l'occasion d'essayer des choses. Mais par exemple, il place Zanguo au-dessus d'Arborea, au-dessus de Jin. Vraiment, c'est un jeu qui l'a beaucoup convaincu. Il l'a pas acheté sur place parce qu'il sait qu'il sera de toute façon facilement disponible dans le commerce, vu que c'est un jeu édité par une boîte française. Zanguo, on vous en parlait dans notre débrief du jeudi, donc la deuxième vidéo. C'est un jeu expert vraiment pointu, vous allez devoir vous construire votre moteur, et puis après aller activer des actions en jouant les bonnes cartes avec le bon numéro au bon moment pour bloquer vos adversaires tout en déclenchant tous vos bonus. Très compliqué de tout optimiser, il faut analyser la mise en place pendant longtemps avant de se lancer. Clairement, la première partie, on fait énormément d'erreurs. C'est un jeu beaucoup plus stratégique que tactique, même s'il y a des opportunités tactiques sur les cartes qu'on ne peut pas prévoir. Donc ça a dérangé certains autour de la table. Le fait que les numéros que placent nos adversaires pouvaient vraiment nous bloquer parfois plusieurs tours d'affilée quand ça se met mal. Et bien sûr, ils peuvent le faire sciemment, mais ils peuvent aussi ne pas faire exprès, surtout dans une première partie. Donc c'est d'autant plus frustrant, rageant que si ça avait été un coup qui était calculé. Et même chose sur les bonus à récupérer pour le plateau central. Il y a toute une série de tuiles qui sont présentes, et vous allez probablement en convoiter certaines. Et si quelqu'un les prend avant vous, encore une fois, il a peut-être même pas fait exprès, il a peut-être même pas dans son intention de vous bloquer, mais ça va foutre en l'air toute votre partie. Voilà, ça c'est inhérent à plein de jeux experts, mais celui-là a paru particulièrement frustrant à pas mal de personnes autour de la table, mais pas à Mounir, qui a vraiment été hyper impressionné par la profondeur du jeu, par toutes les possibilités qu'amenait la construction de moteur, le système de cartes, les majorités en fin de tour, sur lesquelles il y a une vraie dispute, surtout à 4. Voilà, tout ça lui a extrêmement plu, et il a évidemment très envie d'y rejouer, et moi je serais pas contre d'y rejouer avec lui. Franchement, il faut que je continue à creuser. Et il faut admettre que le taf d'édition et de développement de Sorry We Are French est absolument incroyable et à saluer à tout prix. C'est vraiment ahurissant ce que l'équipe, en particulier Mathieu Verdier, est parvenue à réaliser pour remodeler le jeu de façon beaucoup plus moderne. Donc ça, chapeau bas. Et Zanguo fait partie indéniablement, si on cherche à tendre vers la neutralité, d'un des tout meilleurs Eurogames du salon, ça on peut pas le nier. Après on peut avoir des affinités ou non avec les sensations qu'il procure, mais clairement c'est du très 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 bon travail si vous aimez les jeux de gestion bien costauds, avec pour autant des règles qui sont assez simples à intégrer. C'est juste la façon d'enchaîner les actions pour bien tout optimiser qui va être très casse-tête. Le brave Benjamin, que vous connaissez bien, n'a pas vraiment de flop, évidemment sur tous les jeux qu'on a essayé, particulièrement les petits jeux à la volée, des trucs qui l'ont vraiment pas convaincu. C'était tellement petits jeux qu'on essaye comme ça, juste parce qu'on voit une table et qu'on a envie de se poser un peu, que ça mérite pas vraiment de développer dessus. S'il fallait vraiment en citer un, ce serait ce 3 Minutes Crazy Café chez Cosmos qui nous a pas du tout convaincu, une espèce de jeu où on doit réaliser des commandes de nourriture en temps réel, en piochant des cartes, en les posant, en lançant les dés, etc. Mais ça n'apporte rien, c'est assez débile. En gros, le jeu vous propose de piocher des cartes, est-ce que vous ayez les bonnes à placer. Il y a un peu de gestion du pool de dés qui reste bloqué tant que la commande sur laquelle ils sont n'est pas terminée, mais ça n'a pas grand intérêt, sauf si vous êtes hyper fan des jeux en temps réel, et encore, je pense qu'il y en a plein qui sont beaucoup plus intéressants que celui-là. On va plutôt s'attarder sur son top, et là, il y avait évidemment plusieurs possibilités. Kutnaora lui a énormément plu. On a décidé de partir sur un jeu dont on vous a pas encore parlé, tout simplement parce qu'on l'a essayé le samedi sur le salon. C'est Match of the Century de Paolo Mori. C'est chez Deep Print Games, qui ont aussi Five Towers, qui présentait aussi Civolution, qui apparemment est très très bien. Donc c'était un des éditeurs phares du salon à vue de nez. Match of the Century, Benjamin était pas du tout convaincu sur le papier. Moi je l'avais repéré, j'avais envie de l'essayer, mais j'en faisais pas un point d'honneur. Et puis le samedi, on était deux, on s'est dit tiens, pourquoi pas si on a l'occasion. On est arrivé pile au moment où une table se libérait, coup de bol, et donc on s'est lancé là-dedans. Match of the Century, c'est un jeu qui reproduit un affrontement historique entre Spassky et Fischer, deux célèbres joueurs d'échecs, on vous en avait déjà parlé dans la vidéo liée à nos attentes, et donc ça va être résolument asymétrique.
au point que s'il doit y avoir égalité, ça va être Spassky qui gagne, c'était moi qui incarnais Spassky, parce que c'est le champion en titre et que Bobby Fischer est l'outsider. Le but du jeu, c'est tout simplement de remporter 5 parties d'échecs. À chaque fois que vous remportez une partie d'échecs, votre roi va avancer. S'il atteint le centre du plateau, et ben c'est immédiatement gagné, vous remportez le tournoi. Ce qui est très 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 intéressant avec ce jeu, c'est comment il utilise sa thématique. C'est pas un jeu sur les échecs, et il y a absolument aucun élément mécanique lié aux échecs. C'est uniquement des éléments visuels, et encore, on a un roi, une reine blanche et des petits pions qui nous servent à renforcer la puissance de nos cartes. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu utilise son thème comme une toile de fond méta pour parler de ce qui se passe dans le mental d'un joueur d'échecs professionnel, et quand il enchaîne toute une série de parties, on a beau être très très fort, on a beau être à un niveau incroyable, on ne peut pas toutes les gagner. Ou, si on les gagne toutes, alors c'est qu'on est en train de s'épuiser, et dans le jeu, on a un niveau de mental qui va augmenter ou diminuer en fonction de notre fatigue, et ce mental, il va falloir le gérer tout autant que la progression de votre roi sur la piste de score, parce que si vous le négligez, vous allez finir par vous épuiser, et ça va être très difficile de parvenir à gagner des parties. Ça, c'est la première idée qui est passionnante, cette idée de mental. Ensuite, chacun a un deck de 16 cartes, plus ou moins asymétriques, même s'il y a des cartes qui sont en commun, et on va en piocher un certain nombre en fonction de notre mental. Et le joueur qui débute la partie, donc au début Spassky, a les blancs au départ, ce qui veut dire qu'il tient ses cartes côté blanc vers le haut. En fait, les cartes sont toujours double face. Les cartes ont une moitié noire et une moitié blanche, et en fonction de la couleur que vous jouez, vous allez les tenir avec le noir vers le haut, ou avec les pions blancs vers le haut, et ça va changer la valeur des pions, ça va changer vos effets, et vous n'allez pas arrêter de changer de couleur d'une partie à l'autre. Dès que quelqu'un remporte une partie et gagne un point en avançant son roi, la reine change de camp, et chaque joueur retourne sa main, et a maintenant les cartes blanches s'il avait les cartes noires et vice versa. Donc ça, en termes de gestion de main, c'est quand même super intéressant. Et puis la partie, elle se joue en une série de petites batailles sur 4 emplacements qu'on voit là au milieu, et chacun va respectivement remporter 1, 2, 3, 4 points. Attention, si vous gagnez l'emplacement qui vaut 4 points, vous vous fatiguez parce que c'est la partie la plus intense. Quand on a les blancs, c'est toujours nous qui ouvrons, donc on joue une carte avec le côté blanc vers le haut sur un des emplacements, et notre adversaire doit répondre à cet endroit-là de l'échiquier. Il peut pas commencer à aller jouer un coup ailleurs. C'est là qu'on peut jouer des petits pions pour renforcer la valeur de notre carte, qui peut être de 7 maximum, un 5 plus 2 pions. Mais attention, les cartes ont aussi toutes un effet bonus qui vont vous faire gagner du mental, qui vont en faire perdre à l'adversaire, qui vont vous permettre de piocher puis de défausser, qui vont vous faire gagner des nouveaux pions, vous faire piocher des cartes, etc. Et la personne qui déclenche cet effet, c'est la personne qui perd le duel sur cet emplacement du plateau. Donc si vous gagnez un affrontement sur une zone du plateau, c'est du tir à la corde, donc vous ramenez le jeton de score de votre côté d'autant de points que valait l'emplacement, mais en contrepartie, votre adversaire fait l'effet. Vous doutez bien que si vous décidez de claquer un 7 et que lui répond avec un 5, l'effet va être potentiellement très puissant, puisqu'il décide de sacrifier une grosse carte. À l'inverse, on a toute une série de petites cartes pions qui valent juste 1, mais qui vont avoir un effet très faible, puisque on ne prend pas de risque en les jouant. Et puis, entre les parties, on va remonter notre main à son maximum, qui est défini par notre mental, et on va pouvoir défausser toute une série de cartes pour en repiocher d'autres. Vous vous dites, c'est le moment où je me débarrasse de tous mes pions pour avoir que des cartes fortes, mais attention, parce qu'à chaque fois que vous devez mélanger votre deck parce que vous n'avez plus rien à piocher, vous perdez un de mental également. Et si vous avez vraiment pas beaucoup de mental, de concentration, vous allez piocher moins de cartes, vous allez récupérer moins de pions pour renforcer vos cartes, et peut-être même que votre adversaire va commencer avec un avantage en point de victoire, ou c'est vous qui allez commencer avec un désavantage, donc sur le long terme, vous risquez de vous essouffler. C'est vraiment un jeu qui nous a passionnés. La partie a bien duré 45 minutes, 1 heure. On était sur le fil, on était côte à côte dans les points pour remporter la partie, mais ce qui a fait que j'ai pu me distinguer, c'est que Benjamin était tout au bout de son mental, il était au bout du rouleau, et moi j'étais parvenu à remonter énormément en concédant plusieurs parties et en déclenchant des effets qui fatiguaient mon adversaire. Clairement, c'est pas un jeu qu'il faut étudier, qu'il faut commencer à décortiquer, sinon on va peut-être le casser, il y a probablement des ouvertures qui sont plus sensées que d'autres, etc. Mais à sortir de temps en temps pour vivre l'expérience intense d'un tournoi avec tout le stress que ça implique de dire quand est-ce que j'essaye de me donner à fond pour prendre l'ascendant, quand est-ce que plutôt je laisse couler, je laisse mon adversaire l'emporter pour mieux revenir après. C'était hyper intéressant d'avoir un thème qui se ressentait comme ça dans les sensations de jeu, d'autant plus avec une toile de fond, jeu abstrait comme les échecs.
Donc on en était hyper bluffés. Moi j'aurais adoré l'acheter, mais j'ai pas réussi à le trouver sur le salon, et Benjamin lui donne vraiment son coup de cœur en termes de points intermédiaires, sinon en gros jeu ce serait Kutnaora. Moi mon flop, je vais pas rester très longtemps dessus, vous avez je pense déjà compris, c'est Deep Dive. Clairement j'en attendais beaucoup plus, je pensais que ça allait être plus fun, plus malin, plus rapide aussi, parce que finalement c'est pas mal de manipulation, de mise en place pour retourner les tuiles, etc. Ça prend pas mal de place, qu'il faut faire différentes zones en fonction des profondeurs, et le scoring est tellement plat, par rapport à d'autres petits jeux qu'on a fait, que ce soit sur place, sur le salon, ou le soir au Airbnb pour se détendre. Clairement, c'est vraiment celui qui a fait flop, c'est le cas de le dire. Et je sais pas encore si je vais essayer de le revendre ou si je vais quand même l'essayer avec ma fille, mais franchement, en tout cas, je suis très très déçu. J'en attendais beaucoup plus de ces trois auteurs, qui habituellement me convainquent complètement. Pour le top, par contre, j'ai décidé de vous parler d'un jeu dont on n'a pas encore parlé puisqu'on l'a essayé le samedi, c'est Patterns. C'est un jeu qui est dans la même gamme que Mandala. C'est les mêmes auteurs, et il y a la mécanique de scoring qui est similaire, mais sinon les sensations sont très différentes, le matériel également, c'est vraiment un nouveau jeu. Et si vous connaissez pas Mandala, je vous encourage énormément à l'essayer, j'en ai déjà parlé ici, et pour moi c'est un des classiques des jeux à 2 joueurs, hyper tendu en 20 minutes, c'est merveilleux Mandala. Patterns, j'y ai joué en tête-à-tête avec Benjamin, qui connaît Mandala aussi, et il faut se dire que sur une partie de 20 minutes, bon, on n'avait pas au début compris toutes les règles, même s'il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est un jeu abstrait, mais voilà, une explicatrice très sympathique, mais américaine, qui parlait rapidement, avec un accent, etc. Mais du coup, c'était positif, on a eu 2 fois une espèce d'épiphanie de dire « Oh, ok, le jeu est aussi malin que ça ». Et ça, on l'a eu 2 fois, une première et une deuxième. Et on est ressorti de là complètement bluffé, complètement soufflé, avec la seule envie d'acheter le jeu. Mais il n'est pas encore dispo, il devrait arriver en novembre, si tout va bien. Dans Patterns, vous allez avoir une espèce de grille avec des pions de couleurs, donc il y a 6 couleurs différentes, comme dans Mandala. Et à votre tour, surtout au début de la partie, vous allez échanger un jeton que vous avez sur le côté, dans votre petit bol, avec un autre jeton du plateau qui n'est pas de la même couleur. Je peux pas échanger un bleu foncé contre un bleu foncé, ça n'aurait aucun sens. Si c'est le premier jeton de cette couleur que je récupère, comme dans Mandala, je vais immédiatement attribuer cette couleur à mon scoring de gauche à droite. Donc la première couleur que je récupère va aller dans mon espace 1 en bas du plateau, je vais mettre mon petit jeton dessus sur le plateau pour m'en rappeler, et je sais qu'à la fin du jeu, toutes les tuiles de cette couleur que j'aurai récupérées me feront un point, à l'exception de celle qui justement affiche le scoring. Celle-là, elle compte pas, c'est la première que je prends. Du coup, petit à petit, on va essayer de se former des zones de couleurs, mais évidemment, plus on attend, plus elles seront lucratives, et en même temps, plus c'est risqué, plus le plateau aura bougé. L'autre alternative, plutôt que d'échanger à notre tour, on peut aussi retourner une tuile face cachée pour qu'elle soit protégée, pour qu'elle appartienne à notre zone. Ça veut dire que l'adversaire ne pourra plus l'échanger, et ça veut dire aussi qu'elle comptera à la fin de la partie, parce que si on ne l'a pas retournée d'ici la fin de la partie pour une raison ou pour une autre, elle ne comptera pas, tout simplement. Et c'est là où l'aspect course intervient, puisque quand un des 2 joueurs n'aura plus de mouvement légal, qui pourra plus rien faire, ça met fin à la partie immédiatement. Et si vous n'avez pas encore attribué une couleur à vos 5, vos 6, ou si vous aviez une énorme forêt de tuiles qui valent 6, mais que vous n'avez pas eu le temps de les retourner parce que vous avez fait d'autres trucs, tant pis pour vous. Il y a plein d'autres petits twists, évidemment on ne peut pas faire se relier 2 zones de couleurs qui appartiennent aux 2 joueurs, sinon ça serait contesté, mais du coup on peut s'arranger pour réduire la couleur de l'adversaire, pour lui faire piquer des opportunités, donc il y a plein de tensions un petit peu partout sur le plateau, c'est difficile d'établir des priorités, et puis ce qui est super intéressant, c'est qu'on a 2 choix à notre tour. On peut utiliser, échanger ce jeton qu'on a dans notre bol, ou pas. Et si on ne le fait pas, on va juste retourner une tuile et dire à toi. Donc du coup, notre adversaire, il voit qu'on a une tuile d'une certaine couleur dans notre bol, il sait qu'on peut l'utiliser à tout moment, et si on veut attendre, qu'on ne veut pas échanger notre couleur avec une autre, on peut tout simplement temporiser en retournant des tuiles, ce qui peut accélérer la partie. Donc il y a un potentiel de tension et de réflexion dans un jeu qui dure 20-25 minutes, qui est incroyable. Les sensations sont à la fois similaires à Mandala, et en même temps complètement différentes, on n'est pas sur le même type de jeu, on n'est pas sur les mêmes actions possibles, c'est juste la mécanique de points qui est reprise, et clairement c'est un des trucs qui marche le mieux. Donc on a tous les deux trouvé ça merveilleux. J'ai choisi de le prendre comme mon coup de cœur, parce que je connais extrêmement bien Mandala, mais Benjamin a été bluffé tout autant que moi, donc on est vraiment tous les deux tombés amoureux, et vite qui arrive en boutique. Et voilà, clap de fin pour notre marathon d'une vidéo par jour autour d'Essen 2023.
Clap de fin aussi pour le salon, hein, qui est en train de fermer ses portes. J'espère que ça vous a plu de nous suivre dans nos aventures. On s'est donné beaucoup de mal pour que vous ayez des impressions en temps et en heure, pour que vous ayez un peu une sensation d'être à Essen si vous n'avez pas pu y aller. Et puis le salon est tellement grand que je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient sur le salon d'Essen et qui, le soir en rentrant, regardaient tout de même les vidéos pour voir ce qu'on en pensait, confronter les avis ou se renseigner sur des jeux que eux n'avaient pas pu essayer. Donc ça fait très plaisir, les vidéos ont bien marché. C'est certain qu'on retournera à Essen l'année prochaine. Je sais pas encore dans quelle mesure on redéploiera le même dispositif. Il faut voir comment la chaîne évolue d'ici là. Mais en tout cas, si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Dites-nous ce qu'on pourrait encore améliorer. Et vous pouvez me soutenir financièrement si le cœur vous en dit. C'était clairement une excellente édition. Si je devais l'intégrer à mon classement, bon, je manque un peu de recul, mais je la mettrais tout haut. Il y a encore énormément de jeux qu'on a ramenés, qu'on n'a pas encore pu essayer. On a commencé par Nucleum, par exemple, dont on va vous parler très très vite. Hein, c'est une des priorités. Je vais essayer d'abord de planifier au moins 2 parties pour pas avoir un ressenti à chaud. Je vais aussi prendre un peu de repos, hein, parce que ça a été très intense de tourner ces vidéos, puis surtout de les monter pendant la nuit ou en vitesse le matin, mais ça valait le coup puisque vous aviez été au rendez-vous. Merci à toutes les personnes qu'on a croisées sur le salon, celles qui nous ont reconnus, qui ont voulu prendre des photos avec nous et tout, vous êtes adorables, franchement. Ça fait 6 ou 7 mois que la chaîne a pris cette activité vraiment intense, et on voit qu'il y a déjà une croissance qui est très encourageante. Donc c'est cool, continuez comme ça, continuez à liker, à commenter, à partager, pour qu'on puisse toucher encore plus de monde. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos nouvelles aventures. Je prends une petite pause, mais il y a plusieurs critiques qui doivent arriver, si possible, d'ici la fin du mois. D'ici là, jouez bien, reposez-vous si vous étiez à Essen. C'est tout de même un parcours du combattant, hein, ce truc. Je vous remercie pour le soutien, et je vous dis à bientôt. Ciao! Presque. Oh, ça part.